À partir du XVIe siècle, lorsque des assaillants veulent s'emparer d'une ville, ils n'y parviennent que s'ils sont entrés dans la citadelle. Cette fortification perchée est construite pour défendre la cité. S'ils ne le font pas, les envahisseurs sont à la merci des feux des canons et de l'apparition soudaine de centaines de soldats. La différence avec les châteaux forts, c'est que les châteaux forts devaient aussi servir quelquefois de lieu de retranchement pour la population en cas d'attaque. La citadelle, elle était quasiment que militaire et devait pouvoir repousser l'ennemi, mais elle ne servait pas de camp de retranchement pour la population. Si les châteaux forts ont laissé leur place à la fin du Moyen-Âge pour ces nouvelles citadelles, c'est aussi parce que les canons et les boulets connaissent une révolution. Ils sont à présent en fer et détruisent les grandes murailles sans difficulté. Les citadelles, elles, sont ancrées sur des éperons rocheux, avec la particularité d'avoir des talus de terre derrière les remparts. Les boulets de canon deviennent moins efficaces. Ces nouvelles forteresses sont un tournant pour le roi de France. Une des constantes du règne de Louis XIV, c'est d'arriver à marquer les frontières du royaume. Et donc, ces points de citadelle vont permettre de regrouper, en cas de danger, les troupes royales à des endroits clés des frontières du royaume. Louis XIV avait commencé aussi à construire des citadelles pour loger les garnisons, c'est-à-dire que jusqu'à Louis XIII, Louis XIV, les militaires, les garnisons qui passaient dans les villes logeaient chez l'habitant. Donc l'habitant devait donner le couvert, la nourriture aux militaires, ça leur coûtait très cher. Parfois les militaires faisaient un peu des abus et donc ça passait très très mal dans la population. Et l'un des fleurons de ces nouvelles constructions, c'est elle, la citadelle de Sisteron. Elle est l'un des plus grands chefs-d'œuvre du génie français au XVIe siècle. Dans le département des Alpes de Haute-Provence, à plus de 500 mètres d'altitude, soit la hauteur de la One World Trade Center à New York, la citadelle de Sisteron s'impose comme un titan de la construction. Quand on est tout là-haut, c'est encore plus spectaculaire, donc c'est grandiose. C'est la citadelle du vertige. Et on la voit toujours de très loin. Donc on a beaucoup de visiteurs qui passent juste et qui voient cette citadelle et qui du coup s'arrêtent. Le site qui est extraordinaire, c'est tellement immense, il y a tellement des recoins partout. C'est un site qui est magnifique. C'est assez magique quand même. La citadelle de Sisteron impressionne avec ses remparts à flanc de falaise. Il y a sa chapelle d'une hauteur exceptionnelle, entre un vide abyssal et adossé à même la roche. À côté, son escalier souterrain est creusé au cœur du rocher. Il fait la taille du premier étage de la Tour Eiffel. Tout ici impressionne et révèle une maîtrise totale des ouvrages en élévation. Mais ce qui laisse sans voix, c'est d'abord le paysage spectaculaire. Deux énormes rochers séparés par un cours d'eau. La Durance, la rivière la plus importante de Provence. Elle est alimentée par les Alpes. Ça vient des Alpes, les reliefs ne sont pas loin. Et il y a une quantité d'eau très importante. Longtemps, la Durance fut célèbre pour tout emporter avec elle lors de grandes crues. Sous ses aspects de rivière calme par beau temps, elle peut se transformer en une puissance dévastatrice. La construction du barrage hydroélectrique de Serre-Ponçon, à quelques kilomètres, l'a aujourd'hui maîtrisé en gardant les débits d'eau des montagnes. Mais avant l'arrivée de cette retenue d'eau, la Durance ne connaissait aucune limite dans sa violence. La preuve en est l'érosion des deux rochers. À l'origine, il y a des millions d'années, avec la création de chaînes montagneuses, il n'en formait qu'un seul, en prenant la place du cours d'eau. Mais la Durance, bloquée par cette nouvelle muraille, ne se laisse pas faire.
les cours d'eau, ils passent là où il y a des zones de moindre résistance. Il suffit qu'il y ait une petite fissure, une petite faille, et puis ça se glisse dedans, et les cours d'eau, c'est actif, hein. L'eau dissout la roche. Et le travail de sape peut démarrer jusqu'à ce que le cours d'eau parvienne à passer de l'autre côté et ainsi détruire à petit feu le calcaire au-dessus de lui. On parle de milliers, de dizaines de milliers, voire de millions d'années. La Durance, elle est là depuis très longtemps quand même. Ce paysage ainsi fracturé démontre la puissance d'un cours d'eau que même les montagnes ne parviennent à stopper. Cette rivière est aussi un immense défi dans les échanges commerciaux. À droite de la Durance, il y a la Via Domitia, cette longue route romaine construite à partir de -118 avant notre ère. Elle permet la circulation des garnisons, protégeant les villes devenues romaines. Elle relie la péninsule ibérique à l'Italie. À gauche de la Durance, plusieurs voies de commerce sont aussi présentes. Il faut imaginer qu'en 1300, à Sisteron, il y a à peu près, d'après les études qui ont été menées là-dessus et une thèse, 5000 habitants. On a la même population, ou presque, qu'Avignon, Arles, Aix-en-Provence, dont on fait partie des grandes cités. Toutes les cités qui ont connu un développement avaient un pont. Et c'était là aussi le moyen de s'enrichir et de, grâce aux échanges, de payer, évidemment. Mais entre les deux rives, il n'y a aucune structure pour traverser la rivière. Toute la problématique venait de la puissance et du courant de la Durance. Il n'y avait aucun pont qui résistait sur son passage. Alors comment construire un pont au-dessus de la Durance? Un ouvrage classique avec des piliers au milieu de la rivière ne résistera pas au courant. La seule solution, c'est tout simplement de ne pas en mettre. Il faut enjamber la Durance. Et cela est possible, car l'espace entre les deux rives est l'un des plus restreints sur toute sa longueur. La grande force de ce pont, c'est qu'il s'appuie, les deux piliers s'appuient sur les deux rochers. En fait, il est au-dessus de cette clue. En 1365, on construit ainsi une traversée de 28 mètres de portée. La longueur du pont total s'établit à 40 mètres pour une largeur de 6 mètres. L'ouvrage est imposant. Il se bloque littéralement contre ces deux parois. Le pont est un atout considérable dans l'évolution de Sisteron. Désormais, les visiteurs y sont plus nombreux. Mais ça dit aussi des invasions. Ça dit aussi des conflits. Ça dit aussi des guerres. La richesse d'un endroit où son développement attire. Le pont devient ainsi une passerelle pour tous les envahisseurs et sert notamment lors de la guerre de 100 ans. Le royaume d'Angleterre en 1337 est en conflit ouvert contre la France. Des hordes s'abattent sur des villages. Elle faisait ce qu'elle savait faire, donc rien d'autre que piller, violer, assassiner. Henri IV décide de faire construire cette citadelle pour montrer qu'il est le roi de tous les Français et puis montrer aussi que voilà, Sisteron est dans la France, que la citadelle va protéger Sisteron comme son roi. Mais dès 1589, construire une forteresse au-dessus de la ville, sur les hauteurs du rocher, est un sacré défi. À 500 mètres d'altitude, c'est un enfer pour les maçons, les tailleurs de pierre. Il faut aussi monter les centaines de tonnes de bois permettant de faire des échafaudages et des cintres gigantesques. Ils serviront à monter des toitures, notamment celle de l'un des bijoux de la citadelle. C'est l'église Notre-Dame du Château.
À la construction de la citadelle, à la fin du XVIe siècle, on va commencer les travaux par cette chapelle. C'est l'un des actes fondateurs de la citadelle. Il faut marier la puissance militaire à celle de la religion. Et les bâtisseurs ne vont pas faire les choses à moitié. Cette église est incroyable. On dirait que la chapelle, elle naît de cette roche. L'église est à flanc de falaise. Elle plonge littéralement dans le vide. Sur le plan architectural, c'est un pari très audacieux. Pourquoi à cet emplacement stratégique, c'est-à-dire au point le plus haut? Bâtir le plus haut possible, c'est se rapprocher du divin. Et pour y parvenir, au XVIe siècle, les travaux s'annoncent très périlleux. On imagine sans mal les pertes humaines pour un tel édifice. L'architecte, à l'époque, Jehan Sarrazin, arrive ici et veut construire une citadelle, sauf qu'il est confronté à un problème de taille, c'est qu'on est sur cette pente, on n'est pas sur un site de plaine ici. Ça devient très compliqué. En fait, le site n'était pas propice, clairement, à une installation humaine. Une église plus ancienne avait vu le jour ici même. La volonté est de faire un bâtiment bien plus imposant et nécessitant des travaux conséquents. À coups de marteau, de baramine, de piolet, les hommes s'évertuent donc à établir un plateau, avec un espace dégagé sur 3 côtés. La face nord, elle, est laissée en l'état pour constituer un dosseret naturel sur laquelle l'église peut s'appuyer. L'église est superbement installée, mais elle a un inconvénient. On ne peut pas en faire le tour. Une partie donne sur le vide. Quand on a ouvert une porte côté sud pour pouvoir y accéder, on tombait à pic. C'était une falaise. Alors que faire pour profiter d'une terrasse devant la face sud? Comment gagner encore de l'espace? La réponse, ce sont ces arches impressionnantes. Elles vont permettre de gagner de la surface au-dessus d'elles. Cette terrasse a été agrandie au fil du temps pour pouvoir aménager un passage sur le côté de la chapelle. Pour construire ces arches, des pierres sont montées sur une trentaine de mètres. Puis des cintres en bois sont posés au-dessus. Viennent ensuite des pierres taillées au millimètre pour envelopper le demi-cercle. La dernière pierre posée au milieu, c'est la clé de voûte. Une fois que le cintre est enlevé, la gravité, disons, fait que les pierres se reposent les unes sur les autres et l'ensemble tient de lui-même. À partir de là, un plancher peut être construit juste au-dessus de ces arches monumentales. Notre-Dame du Château est dans un style gothique avec ses voûtes en croisée d'ogives. Tout comme les arches en dessous de la terrasse, les cintres en bois reposant sur les cales en haut des piliers permettent de faire reposer de petites pierres qui forment le plafond de l'église. Une fois terminé, ce bâtiment est aussi spectaculaire que les bâtisseurs l'avaient imaginé. La chapelle, elle est appuyée sur le rocher. C'est ce qui est assez extraordinaire ici à Sisteron et qu'on retrouve un peu partout dans la citadelle. C'est qu'on a vraiment ce mélange entre l'architecture et la roche. Et c'est le cas ici à la chapelle. L'ensemble est vertigineux et conforme à ce que l'on souhaitait à l'époque en se rapprochant du Seigneur. Mais l'édifice reste religieux peu de temps avant de se transformer à la fin du XVIe siècle en résidence pour le lieutenant du roi. Plus tard, la chapelle servira même de lieu de détention pour les prisonniers. L'édifice est aujourd'hui accessible à la visite et si l'on prête un œil attentif, on peut même découvrir une curiosité. On a un oursin qui est incrusté ici dans les pierres de la chapelle Notre-Dame du Château. La raison se trouve dans l'environnement de Sisteron.
Tous les rochers à perte de vue, tout ce qui constitue le paysage, étaient il y a des millions d'années des fonds sous-marins. Toutes ces roches sont issues de la solidification de sédiments qui se sont déposés au fond de la mer. On est ici autour de 600 mètres d'altitude. Il n'y avait pas la mer au-dessus de ces 600 mètres. Ces 600 mètres-là étaient en fait au fond. Et c'est lorsqu'il y a eu la surrection des Alpes que ces accumulations sous-marines se sont soulevées, se sont déformées et sont venues à l'altitude qu'elles ont maintenant, plus ou moins. Il y a eu plusieurs épisodes de ressoulèvement. Quand vous regardez les habitants de l'époque qu'on trouve en trace dans ces roches, c'est des animaux marins.